Sur le plateau de MTV, je reçois Guillaume Buffet. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Alors, vous avez un choix dans la revue Arts et Métiers parce que vous nous faites des baromètres. Oui. Des baromètres industriels, des baromètres aussi autour de la décarbonation. Et depuis que l'on se connaît, on essaie de comprendre un petit peu comment tous les écosystèmes évoluent. Aujourd'hui, sur Global Industries, vous allez nous présenter un petit peu la suite de vos études à la fois sur l'ensemble des problématiques de décarbonation où la France n'est pas en reste d'idées et de solutions. Et aussi de faire un petit focus sur ces fameuses start-up industrielles dont on parle beaucoup en ce moment sur le salon. Alors déjà, présentez-nous un petit peu votre structure, Mother Base. Oui. Eh bien volontiers, et donc bonjour à ceux qui sont ici et puis bonjour à ceux qui sont derrière les écrans aussi. Donc moi je dirige en effet une start-up qui s'appelle Motherbase et qui a la particularité, alors là aussi c'est un autre mot qu'on entend beaucoup ces derniers jours, d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiser la détection des collaborations entre des grandes organisations et des écosystèmes innovants, start-up en particulier, et derrière aller qualifier chacun de ces acteurs pour comprendre ce qu'ils font, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant finalement pour les industriels. Donc très concrètement, moi j'identifie aujourd'hui 175 000 acteurs de l'innovation dans le monde, où je suis en capacité d'identifier dans quel domaine d'activité ils interviennent et puis quelles sont leurs expertises technologiques. Et ces 175 000 sont mis à jour automatiquement tous les mois. Donc vous êtes l'œil de Moscou, quoi. Je suis l'œil de... Faites un jeu de mots. De Bercy, de Bercy. Ou le vôtre peut-être, c'est-à-dire l'œil des industriels qui essayent de comprendre ce qui se passe dans un monde qui bouge. On parle souvent, vous savez, de monde VUCA, là, qui est extrêmement volatile, qui est imprévisible, et pour lequel on ne peut pas, avec ses yeux d'hier, tout explorer. On ne peut pas, avec ses équipes d'R&D encore d'aujourd'hui, tout explorer. Et donc, grâce à ma solution technologique, vous voyez ici, il y a une cartographie et une seule cartographie avec 17 000 petits points. Ces 17 000 points, c'est les 17 000 startups françaises. Et derrière chacun de ces petits points, ce petit logo, il y a une présentation de qui elle est, ce qu'elle fait, d'où elle vient, comment elle grandit, etc. Et donc le moyen d'aller explorer de façon extrêmement rapide ce qui est en train de bouger dans ce monde incroyable. On y voit aussi les interactions et les relations entre entreprises dans les secteurs industriels, mais aussi géographiquement parlant. Exactement. Alors, c'est-à-dire que très souvent, quand on s'intéresse à une jeune entreprise innovante comme ça, on voudrait connaître son chiffre d'affaires pour savoir si ça se passe bien ou pas. Et bien, ce chiffre d'affaires, en général, dans le meilleur des cas, on l'a à 18 mois en retard, voire même 2 ans ou 3 ans. Soit même, elle ne le publie pas officiellement. Ouais. Donc, je n'ai pas l'info. Et donc, nous, on a essayé de trouver des proxys pour identifier la dynamique. Et donc, le nombre de liens avec les grandes organisations, les donneurs d'ordre, en particulier en proximité géographique, c'est un point essentiel qu'on va chercher dans nos informations. Et donc, derrière, eh bien, on peut aller zoomer sur des secteurs entiers. Ici, par exemple, les fameuses startups industrielles dont vous parliez, alors c'est quand même toujours plus chic en anglais. Donc ici, ça s'appelle manufacturing dans nos algorithmes. Mais 1700 startups, et ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'elles sont liées, c'est pas des boîtes à part, quoi. Elles sont liées à toutes les composantes de la transformation actuelle, dans la green tech, la clean tech, les transports, l'industrie évidemment, l'industrie 4.0, je veux dire l'évolution des chaînes industrielles, la deep tech, etc. etc. Donc finalement, elles sont le trait d'union entre vous les industriels et cette innovation galopante qu'on a parfois du mal à maîtriser. Alors, dernière question avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Quels sont vos clients? C'est qui aujourd'hui? Alors, mes clients à moi, c'est d'une part des industriels qui se rendent compte que, encore une fois, leurs équipes de R&D en interne ne vont pas réussir à tout explorer. Bien sûr, il y a des équipes hyper organisées, structurées, qui sont capables de se définir des feuilles de route à 2, 3, 5, 10 ans parfois. Mais tous les ans, on découvre des nouveautés extraordinaires. Les sujets d'IA générative, il y a 1 an, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui, c'est difficile d'imaginer ne pas prendre en considération ces sujets-là. Je ne vais pas monter une équipe de R&D sur les sujets d'IA. Eh bien, aujourd'hui, on identifie 140 startups françaises qui ont des compétences particulières dans l'IA générative, mais dans l'IA générative et la santé, dans l'IA générative et les ressources humaines, les ventes, etc. Et donc, la possibilité de collaborer pour tester
Et si ça marche bien, on peut industrialiser ensemble. Et si ça marche pas bien, je peux essayer autre chose. Alors, passons maintenant un petit peu à ce baromètre. Oui. Que nous dit-il depuis l'an passé ? Alors, sur les sujets plus précis, en effet, de décarbonation, l'année dernière, on s'était vu sur attention, la décarbonation est un point essentiel et il va falloir aller très très vite parce qu'il y a des engagements à prendre pour 2030. Entre-temps, on s'est rendu compte que là encore, les offreurs de solutions, en particulier start-up, qui amènent des briques hyper pointues et précises dans le domaine de la décarbonation, se sont démultipliées. Et vous voyez ici, par exemple, on a fait une cartographie en fonction de ces acteurs par type de technologie. Et donc, si on zoome sur la décarbonation en particulier, on se rend compte que 3000 startups au niveau européen amènent 3000 solutions, plus de 500 ou 600 en France qui amènent des briques extrêmement pointues qui permettent à un industriel d'explorer ces sujets de décarbonation au-delà de la première étape assez naturelle. On pense décarbonation, on pense énergie. Alors, Guillaume, je vous coupe, mais la France est-elle toujours finalement leader autour des solutions de décarbonation ou est-ce que déjà on se fait tailler des croupières par d'autres pays ? Quand on voit, alors, je suis hyper fier de ma solution. 170 000 acteurs dans une base de données, ça commence à être vraiment très sérieux. J'ai la modestie de dire que je n'ai pas forcément un échantillon représentatif sur l'ensemble des pays de la planète. En tout cas, quand je vois l'énergie qu'il y a autour et la dynamique qu'il y a en France et en Europe, je vais dire, ce dont je suis certain, c'est que sur les sujets de transition climatique, clairement, l'Europe est en avance de phase sur les autres continents. Et quand on regarde la proportion de start-up de la décarbonation par rapport au total start-up, on est clairement en avance. Alors, est-ce que c'est la France toute seule ou est-ce que c'est la France avec ses partenaires allemands dans l'Europe du Nord aussi, où il y a des dynamiques extrêmement fortes, je ne saurais pas répondre à cet aspect-là. Mais en tout cas, entre nous, Européens, on est super forts. Merci. Voilà. Et donc, je vous disais... Voilà, en général, on pense énergie quand on pense décarbonation. Une entreprise, une PME industrielle, elle dit tiens, je vais nommer quelqu'un pour substituer mes énergies fossiles par des énergies renouvelables. Et trop souvent, on oublie que finalement, la décarbonation, ça touche tous les aspects du cycle de production industrielle, depuis mes approvisionnements en amont, en passant par ma conception produit, et puis les aspects de production dans l'usine, les chaleurs fatales, la récupération énergétique, etc. Mais aussi la logistique amont comme aval. Et puis enfin, il y a plein de sujets transverses, aussi bêtes que comment est-ce que mes collaborateurs viennent au bureau. Eh bien forcément, on décarbone si tout le monde vient en vélo ou si les gens emploient une voiture pour 4 personnes. Des sujets qu'on connaît dans nos vies de consommateurs ou de citoyens, et moins encore dans le monde de l'entreprise. Et tout ça a été mis sous la bannière globale et stratégie. Et sur chacun de ces aspects, on identifie plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de solutions qui ont été éprouvées et qui permettent d'apporter des solutions concrètes et surtout court terme à chacun de ces aspects. Et encore une fois, par rapport à nos discussions d'il y a un an, c'est vraiment, quand je dis là cet aspect concret et court terme, qui est vraiment très impressionnant parce que globalement... j'allais dire, vous décrochez votre téléphone, ça c'est notre truc de vieux, mais vous envoyez un message et vous êtes certain de trouver une start-up industrielle française qui va vous permettre de tester dès demain n'importe lequel de ces aspects. Vous voyez, on est rentré un petit peu plus dans les détails, là. Je ne vais pas les lire chacun, mais qui permettent de faire des explorations instantanées et de voir comment ça marche. Est-ce que malgré tout, dans tous les petits signaux, et peut-être les signaux faibles, est-ce qu'il y a une techno qui est en train de poindre son nez ou vous n'avez pas pu le détecter Alors, ce qui est certain, c'est que typiquement, il y a un an, on avait une approche très hardware, comme on dit, très matérielle autour de ces sujets de décarbonation. Ce que je vois poindre très clairement, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle de façon très diffuse et transverse sur l'ensemble de ces sujets pour éclairer, pour regarder de façon différente et pour enrichir des solutions. Alors très souvent, on a voulu créer une ligne étanche entre le matériel et le logiciel. Aujourd'hui, il y a clairement une intégration très forte. Il n'y a plus
à un fabricant de matériel qui n'intègre pas des briques logicielles à l'intérieur et des briques logicielles avec une composante d'intelligence artificielle. On commence même à concevoir des puces d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qui intègrent elles-mêmes de façon autonome cette capacité à explorer, à aller plus loin, à aller plus vite. Donc c'est l'heure de la fusion, quoi, des premières fusions. Exactement. Voilà. Je rencontrais sur le salon hier des gens qui disaient, et on rajoute à cela une puce autour de la cybersécurité. Donc on commence à avoir des solutions qui intègrent à la fois des solutions d'IA, de cybersécurité et dans un objectif de décarbonation dans du matériel. Voilà. Et donc derrière tout ça, eh bien, on se rend compte en effet qu'il y a énormément de solutions dans énormément de domaines que l'on peut aller explorer. Et alors, deux choses que je voulais vous partager. Deux exemples déjà, parce que c'est des gens que j'ai rencontrés et que j'ai pu mettre en contact avec des industriels. Silcoam a été présenté par le réseau des SAT, donc les sociétés d'accélération et de transfert de technologie. C'est incroyable, c'est du papier. C'est du papier, mais c'est du papier qui est étanche à l'air. Ça peut paraître idiot, mais demain, en fait, au lieu d'avoir un packaging en plastique, vous avez un packaging en papier qui a les mêmes qualités de protection, par exemple des aliments, qu'un packaging en plastique. Et là, on comprend immédiatement que quand je suis un industriel dans l'agroalimentaire, je ne sais pas, par exemple, sur les scopes 1, 2, 3, que représente le packaging plastique. Néanmoins, je peux tester très rapidement le fait de le substituer par du papier. Ou encore ICANN, qui est une jeune entreprise du centre de la France, qui produit des ordinateurs qui sont entièrement démontables et vous pouvez remplacer chacune des pièces. Alors soit pour le configurer en fonction de vos besoins particuliers, mais surtout le jour où une pièce tombe en panne, vous la débranchez comme du Lego et vous la remplacez par celle dont vous avez besoin. Et là on comprend immédiatement aussi que plutôt que de jeter son téléphone parce que la batterie commence à battre de l'aile, eh bien il suffit d'enlever la batterie, de la remplacer. Vous voulez un processeur plus puissant, vous enlevez le processeur, vous le remplacez. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que jusqu'à très récemment, on nous expliquait que c'était impossible. Et aujourd'hui, c'est pas que c'est possible, c'est que ça existe. On peut les appeler, on peut acheter le matériel et on peut l'implémenter dans son entreprise. Donc on voit aussi apparaître l'économie de la frugalité. Alors, la frugalité, l'économie circulaire qui va avec tout ça aussi, là, c'est une énorme tendance que je vois de façon très très forte. Vous allez au village Startup à côté, il y a plusieurs acteurs qui développent. En fait, vous avez tous entendu parler de back market pour revenir au sujet des ordinateurs. Aujourd'hui, la génération de nos enfants, ils n'imaginent plus acheter un matériel informatique neuf sans avoir au moins regardé s'il n'y avait pas la possibilité d'acheter le même d'occasion. Eh bien, cette tendance-là arrive dans le monde de l'industrie. Pourquoi continuer à acheter du polyamide neuf alors que je peux en avoir du recyclé? Pourquoi acheter des machines neuves alors que je peux en avoir des recyclés, etc., etc. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont développé des briques spécifiques par aspect de l'industrie et certains qui pensent, comme Back Market, à intégrer l'ensemble de ces solutions dans des places de marché pour qu'ils deviennent aussi faciles d'acheter du recyclé dans le monde industriel que d'acheter du neuf. Ou quand j'ai des déchets, les renvoyer dans le cycle de la réutilisation. C'est fascinant et c'est passionnant. Prochaine slide. Ben non, peut-être autour de ça. Ouais. Là, je vous ai cité deux exemples. Si vous avez envie d'en découvrir plus, je vous invite à aller, vous voyez, il y a un petit nom en haut sur le portail de la décarbonation que nous avons construit avec la filière Solutions Industrie du Futur. Le moyen le plus simple d'aller dessus, c'est vous tapez industrie.green sur votre navigateur. Vous arrivez sur ce portail et ce n'est pas deux exemples que vous découvrirez, c'est plus de 500 en fonction de votre problématique, les 6 étapes que je vous montrais tout à l'heure. Vous cliquez dessus et là, vous avez des solutions concrètes issues de la filière française sur chacun de ces aspects. Alors ça, ce produit existe depuis quelques temps déjà? Le portail, depuis la rentrée scolaire, depuis le mois de septembre. Voilà, puisqu'on en a parlé dans Arts et Métiers, mais là, vous êtes juste en train de l'implémenter en permanence, quoi. Exactement, donc il y a des solutions qui apparaissent au quotidien, c'est-à-dire dès qu'on découvre des nouvelles solutions, elles apparaissent sur la plateforme. Encore une fois, ce matin, l'une des startups du village ici a été rajoutée parce qu'elle amène une brique très particulière dans le cadre de la réutilisation et du recyclage, justement.
Voilà, et tout ça, ça aussi c'est un sujet dont on avait déjà parlé ensemble, Eric. Hein. On s'est fixé, les entreprises se sont fixées, il y a des injonctions gouvernementales pour obtenir un niveau de diminution de l'empreinte carbone pour 2030. Encore une fois, déplacer son usine pour aller dans un pays qui consomme moins d'énergie, ça va prendre du temps. Grâce à la multitude de ces startups, grâce à cette approche test and learn autour de la collaboration, eh bien, on peut avoir des gains opérationnels extrêmement rapides et ne pas attendre 2027, 2028, 2029 pour mesurer les premiers résultats. Je trouve que c'est assez oui, tout à fait, oui. inspirant, non, ou rassurant, parce que je trouve qu'on vit quand même dans un monde... c'est assez naturel qu'on soit un peu stressé, angoissé par tous ces sujets, mais allez voir les startups, vous verrez, ça partage une énergie qui est à la fois rassurante, mais qui est inspirante et qui est très participative, quoi. Et je suis absolument persuadé que les solutions, on les a. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'emmener les directions de l'innovation et les dirigeants des entreprises industrielles pour leur dire allez-y, testez. En fait, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre et vous avez tout à gagner à explorer des nouveaux modes de collaboration, à explorer des axes de la décarbonation et puis demain peut-être d'autres axes d'innovation. Mais en fait, la décarbonation, c'est un moyen fantastique de tester des nouveaux modes de collaboration. Côté peut-être start-up industrielle française. Pardon ? Côté start-up industrielle française, il y a un petit slide. Oui, alors on va revenir peut-être dessus, que je présentais au début, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant. On a donc travaillé avec le collectif des start-up industrielles France pour essayer de mieux comprendre qui elles sont. Et c'est vrai que c'est... Alors, ce collectif est un collectif assez récent. C'est absolument. En fait, c'est des start-upers eux-mêmes qui se sont dit c'est pas facile de vivre dans ce monde des startups industrielles. Vous savez, il y a le sujet du financement qui est toujours un sujet compliqué. Et quand j'ai une startup comme la mienne dans le monde du logiciel, en fait, on peut vivre. Moi, je n'ai pas fait de levée de fonds. Et en fait, c'est compliqué, c'est pas facile tous les jours. On grandit doucement, mais c'est possible. Quand je suis dans le monde de l'industrie, je veux explorer un projet, j'ai un moule à faire. Eh bien, le moule, je ne vais pas le faire avec l'argent que j'ai dans ma poche. Donc, pour nombre d'entre elles, on n'a pas le choix que de passer par un sujet du financement. Et donc, un certain nombre de ces startups se sont mis ensemble pour faire entendre cette spécificité des startups industrielles, pour démontrer ce qu'elles sont en capacité de faire et faire en sorte que les fonds d'investissement s'intéressent plus à elles, forcément que les réglementations soient plus favorables, et puis encore une fois, faire en sorte surtout qu'elles fassent du chiffre d'affaires. Souvent, on dit qu'un bon contrat vaut une levée de fonds. Et donc la bienveillance et l'intérêt des industriels est super important, mais surtout l'intérêt économique. Ils ont tout à gagner à le faire. Et vous voyez, donc on a identifié 1700 startups industrielles en France qui ont toutes comme particularité d'avoir besoin de produire à un moment ou à un autre. Et elles répondent à tous ces enjeux de nos transitions, quel que soit le domaine. Et c'est fou, l'énergie qu'elles ont et la capacité d'innovation. En fait, on a des équipes de R&D partout en France, parce qu'elles ont la particularité, vous savez aussi, les startups, elles sont très franciliennes de façon générale. Il y a une startup sur deux en France qui est en Île-de-France. Les startups industrielles, elles sont partout, sauf à Paris. Et donc, dans tous les territoires, il y a une dynamique fantastique. Et donc, des équipes de R&D pour vous, partout en France, qui explorent tous les domaines. Ce serait dommage de s'en priver. Merci Guillaume pour ces éclairages à la fois bienveillants et puis où on a la petite graine qui est plantée. Hein. Oui, allez bosser avec les startups. Merci encore. Merci Eric. Et bon salon. Merci.